Good morning, everyone, and thank you so much for your patience. Before we start, I just want to let you know that this session will mostly be in English, so if you need interpretation, please go get a headset. أسعد الله صباحكم جميعا. معظم اللقاء حيكون باللغة الإنجليزية لمن يريد ترجمة ما عدا أنا هحكي باللغة العربية. فلمن يريد ترجمة بيستطيع يأخذ المترجم. Thank you. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'échange de connaissances inter-pays. Et nous aurons une session courte. Est-ce qu'on peut avoir la présentation sur l'écran ici? Très bien, excellent. Nous allons parler de la gestion de la connaissance. Je vais vous donner une très brève introduction. Je vais mentionner la gestion de la connaissance. Et puis, je vais passer la parole à mes collègues ici sur la scène. Espérons, puisque nous avons un petit groupe, j'espère que vous allez partager vos pensées avec nous et demander des questions. Nous avons quelques règles. Pour mes collègues, veuillez vous introduire quand vous voulez intervenir. Et bien sûr, veuillez respecter le temps et durant la session de questions, posez des questions s'il vous plaît. Nous sommes plus que ravis d'avoir des conversations avec vous, mais le Q&A est vraiment crucial pour les bonnes questions. La première question était, est-ce que vous êtes familier avec la gestion de la connaissance pour vos projets et vos programmes? Donc, nous avons travaillé sur un programme depuis 2 ans et demi, je pense. La question c'est, si vous voulez partager un mot lié à la gestion de connaissances. Frédéric, là je vous regarde, quel serait le mot qui vous vient à l'esprit? Je pense qu'il s'agirait d'un certain partage d'expériences et échange d'informations pour faire du programme un meilleur programme. Merci, Dr Tamine. Par rapport à la gestion, que pouvez-vous nous dire par rapport au partage ou à la gestion du partage des connaissances? Ce sont des connaissances que vous apprenez, dans notre cas, à partir ou sur la base de la mise en œuvre de différentes activités servant à atteindre des objectifs. Et c'est aussi la manière de transférer les connaissances d'une manière durable aux générations futures. Merci. Merci. Donc voilà, c'est un exemple et nous allons entrer dans les détails par la suite, mais je voudrais dire quelque chose sur Land at Scale. C'est un programme qui se focalise sur l'atteinte de certains objectifs, donc une gouvernance foncière juste et équitable, soutenue par le gouvernement des Pays-Bas à travers RVO. C'est l'entreprise néerlandaise et donc il y a un budget de 5 millions d'euros sur 7 ans et dispensé à travers 12 pays, de la Colombie à l'ouest et à l'Irak à l'est. Nous avons 4 pays partenaires qui sont présents ici à la 3e conférence arabe sur le foncier. Voilà, c'est un aperçu, mais je vais m'assurer que je n'ai rien raté d'essentiel et vérifier avec Eva qui est avec nous ici, l'RVO. Vous avez tout couvert et j'ai hâte de couvrir les projets pays. Oui, allez-y. Donc, ceci nous mène vers là où nous sommes, l'expérience des 4 pays partenaires que nous avons avec nous aujourd'hui.
qui travaillent sur la gestion des connaissances dans leur pays, mais également à travers différents autres pays. Et donc, en premier lieu, nous allons entendre parler d'Ahmed. Nous allons entendre ce qu'Ahmed a à dire, ou plutôt, nous allons parler de Land at Scale et de la gestion du transfert des connaissances. Il y a plusieurs formats par rapport à ce transfert de connaissances et c'est essentiel car nous travaillons dans 12 pays qui sont très différents, qui ont des contextes différents. Alors pour la gestion des connaissances, il faut qu'elle soit flexible pour répondre aux besoins. Donc en Palestine, c'est différent. Donc les besoins diffèrent de ce qu'il y a Burkina Faso ou de la Somalie. Et avec ces composantes en tête, nous élaborons différents outils. Les partenaires ici travaillent avec des partenaires de méditation, soi-disant, de réflexion. Il y a des ateliers où nous produisons des connaissances et les capturons pour les transformer en des produits qui peuvent être partagés. Il y a également les partenariats académiques qui sont élaborés. Et vous allez en entendre parler un peu plus lors de nos présentations. Nous travaillons aussi avec d'autres partenaires pour disséminer les connaissances générées à travers les différents projets qui se tiennent dans différents pays. Et il y a Land Portal, c'est un partenaire également de cette conférence. Maintenant, il est temps pour moi de donner la parole à Ahmed. Good morning, everybody. I'm Ahmed Maher. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Ahmed Maher, conseiller en le foncier sur un projet de rénovation qui est implémenté par Jaza de l'Égypte. Et je vais parler maintenant de la consultation participative pour les business, pour les modèles business qui sont inclusifs. Nous avons des travaux par rapport à la consolidation du foncier et une portion assez large des terres fragmentées à cause des terres d'agriculture qui ont été transmises depuis les années 50 d'une certaine manière. Il y a eu la croissance démographique également. Nous avons atteint 104 millions en termes de croissance. Et puis pour l'analyse des problèmes, quand on parle de consolidation des terres, on va voir donc une consolidation d'accumulation. Et là, il ne faut pas juste avoir une approche en aval ou en amont, mais plutôt une fusion entre les différents contextes. Il faut travailler avec tous les agriculteurs à tous les niveaux du gouvernement pour être conscient justement des détails de problèmes de consolidation à travers les différentes communautés. Il y a un manque de connaissances par rapport à l'utilisation foncière et à sa consolidation et il faut avoir un business model, un modèle de business pour cela. Il y a également l'engagement des fermiers, des agriculteurs qui est essentiel pour cette consolidation. Il y a également des investissements initiaux à avoir pour cette consolidation. Et le cadre actuel devrait adopter des approches d'agriculture pour augmenter les bénéfices. Il y a un écart malheureusement entre les petites fermes ou les petits agriculteurs et les secteurs les plus grands et les échelles les plus grandes. Il y a un cycle de mécanismes de durabilité que nous allons couvrir également. Et puis nous avons, tel que mentionné, des phases d'initiation, des phases de dissémination pour faire en sorte que les agriculteurs soient conscients par rapport à l'utilisation des terres consolidées. Et puis, il faut établir la confiance entre les groupes d'agriculteurs et les encourager à travailler sur cette portée. Il faut également identifier les conflits et les risques qui viennent avec.
Il y a la clarté des rôles, la répartition des rôles. Il y a les groupes de consolidation de l'utilisation des terres aussi qui sont créés. Et puis nous allons vers les processus d'harmonisation également qui sont qui reposent sur les évaluations régulières et la résolution de problèmes au sein des groupes établis. Il y a également un sens d'appartenance au groupe. Et il y a également une répartition des rôles. Il y a la phase de maturité également qui est atteinte par la suite. Il y a la reconnaissance de groupe. Donc, ils sont très connus au sein de leur communauté. Et il y a des prototypes d'histoires de succès en un sens et des réalisations des objectifs atteints qui font que le revenu est augmenté. Et là, nous travaillons sur la réapplication de ces process. J'ai réalisé que je pressais un peu le pas, mais c'était pour adapter le programme. Mais introduisez-vous et votre rôle au sein du programme. Faites-le s'il vous plaît, même si c'est vers la fin de votre intervention. Mais de quelle intervention? Je suis Ahmed Maher, conseiller pour la consolidation de l'utilisation des terres, chargé du projet d'innovation à GEZAT, ou plutôt par le projet fondé par GEZAT en Égypte. Merci. Nous n'allons pas faire la même erreur avec Federica. Federica, parlez-nous de votre expérience par rapport au travail avec les partenaires académiques, par rapport à la gestion du savoir à Land at Scale. Présentez-vous. Merci. Je suis Federica Coavivia. Je travaille pour IWAN en Somalie sur un programme conjoint entre l'ONU Habitat et l'UNDP qui vise à trouver des solutions durables aux déplacés internes selon une approche structurée basée sur la gouvernance foncière. Et tel que Rebecca l'a dit, nous sommes engagés avec RVO aussi et c'est un partenaire de connaissances pour nous et nous menons des études avec eux pour comprendre les dynamiques de déplacement en relation avec la sécurité interne et la gouvernance foncière. Et tel que notre gouvernement, ou plutôt tel que notre programme le stipule, nous nous chargeons de plusieurs activités et nous souhaitons avoir avec notre partenaire de connaissances ou de gestion des connaissances de comprendre le rôle des régimes fonciers dans l'établissement d'une certaine sécurité pour les communautés déplacées, affectées. Et puis jusqu'à quel point surtout ces personnes-là reçoivent des sécurités et des garanties. Donc, nous sommes dans une ville côtière appelée Bossassoum. Il y a donc 120 000 citoyens là-bas qui sont impactés par le déplacement. Ils y vivent depuis la guerre civile qui s'était déclenchée en Somalie vers les années 90. Et ils vivent sur des terres privées mais font face à un déplacement secondaire et il y a des cas d'éviction entre autres. Et ce que l'on a fait était 2 rangs de collection de données et d'analyse de données. Et il y avait des académiciens qui travaillaient avec nous, et ils étaient disponibles grâce à RVO et Land at Scale. Notre recherche se penchait sur des travaux d'équipe et menait des interviews notamment pour évaluer l'efficacité des interventions à travers le temps. Et donc, ils voyaient le rôle joué par les régimes fonciers par rapport à la vie de ces communautés déplacées. Et donc, si vous pouvez aller à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Les résultats étaient intéressants dans le sens où, tel qu'attendu, plusieurs personnes et IDP, donc personnes déplacées internement, ont réalisé qu'avoir une terre ou un endroit où s'installer est clé pour sortir de cet état de déplacement.
Et donc, ils pouvaient investir en une meilleure vie une fois qu'ils avaient ces lots de terre. Et lors du second rang de collecte de données, nous avions élargi la portée de la recherche et nous avions vu des histoires avec les propriétaires et nous avions vu et réalisé que la sécurité des régimes fonciers est essentielle pour les personnes déplacées internes, mais aussi pour les communautés locales qui font face à différents défis dans différents endroits. Et ceci fait que il y a plusieurs définitions au final. Donc, être déplacé veut dire plein de choses. C'est soit vous venez de l'intérieur du pays et vous êtes forcé à quitter, soit des fois vous êtes une personne déplacée interne et vous vivez dans un camp mais vous n'avez pas accès à certains services. Ceci nous a fait réaliser que la structure de gouvernance foncière devrait renforcer les capacités du gouvernement et des municipalités pour avancer l'enregistrement ou l'immatriculation et la gouvernance foncière à l'échelle de la ville pour s'assurer que tout le monde suive le même chemin et développer au final des structures résidentielles durables. Merci. Je réalise que j'ai fait un faux pas parce que je ne me suis pas présentée en commençant. Je suis Rebecca Helen, je travaille à KITS, l'Institut Royal Tropical à Amsterdam et j'ai l'honneur d'être le point de contact par rapport au projet de gestion des connaissances Land at Scale avec nos collègues ici sur ce podium. Et sur ce, je vais donner la parole à Javier qui va parler de l'impact de l'échange des connaissances sur la programmation en Irak. Javier, vous avez la parole. Veuillez vous présenter. Merci Rebecca. Je suis Javier Prieto. Je suis le gestionnaire de 2 programmes en Irak en relation avec le foncier, le logement et les droits de propriété. Je vais vous en dire plus sur ma personne par la suite. Je ne suis pas vraiment ici pour expliquer le projet que j'implémente en Irak avec toutes les difficultés que nous avons, mais je suis sûre qu'ici, la plupart d'entre vous sont conscients de la gestion du foncier et des composantes qui viennent avec ce projet. Je vais parler de moi-même. Donc, voilà, quand j'étais petit, je savais ce que je voulais faire par la suite. Je voulais travailler dans la gestion des terres, du foncier. Et je voulais être un spécialiste dans le domaine. Je me souviens avoir vu mon père dans le studio. Il avait un grand studio avec de grandes tables et beaucoup de cartes, des cartes géantes, et ses collègues étaient là, ils dessinaient, ils avaient des schémas, des sketchs, ils avaient la capacité de dessiner des lignes très droites, etc. Et c'était fascinant pour moi. J'ai demandé à mon père, c'est quoi ça? Il m'a dit c'est le développement territorial. Et donc je voulais travailler sur ceci et je trouvais ces aspects très cool. Il m'a demandé alors il faut apprendre, il faut aller à l'école et donc j'ai pu obtenir mon diplôme en ingénierie civile et j'ai eu des études postdoctorales en topographie et par la suite en l'évaluation des terres par rapport aux désastres internationaux. Et donc j'ai appris et j'ai travaillé sur la mise en œuvre de différents projets de gestion du foncier. J'ai travaillé sur la cartographie en Amérique latine. Et je me souviens qu'il y avait un projet intéressant sur la cartographie de Mexico City et 20 millions d'habitants. C'était une bonne cartographie. Et le projet sur lequel on travaillait, m'a fait visiter Mexico, Costa Rica, etc. Et on coordonnait ces aspects-là avec l'agence du cadastre de Costa Rica. C'était un projet réellement complexe. Il y avait des documents également, donc vous lisiez les documents et vous voyez des plans très intéressants. Il y avait des analyses des parties prenantes et puis des KPI, des indicateurs de performance clés et plusieurs aspects réellement du projet. Et donc là, je devrais
donc implémenter certains aspects et c'était devenu ma profession. Mais avec le groupe de gestion des connaissances, j'ai appris que ce n'est pas juste à propos de ce que je connais ou ce que je sais, mais qu'il fallait donc expliquer des soucis bien complexes relatifs à l'implémentation des projets aux partenaires en adoptant un esprit critique. Et donc, c'était des spécialistes avec qui il fallait collaborer et ils me donnaient la possibilité de penser en dehors de la portée du projet. Il ne s'agissait pas juste de mettre en œuvre pour avoir des résultats sur le champ, mais c'était à propos d'avoir un changement durable qui dure. Et donc, ce n'est pas juste un projet de mise en œuvre. Vous pouvez avoir les connaissances du monde, mais si vous ne passez pas par ce processus, alors vous n'allez pas trouver certains aspects. J'ai appris aussi que ce n'est pas juste une question de préparation, mais d'être adaptable et donc prêt à apprendre et à donc aller au-delà de l'implémentation et des technicalités. Donc, si vous pouvez passer la prochaine diapositive. Donc, voilà, vous allez voir, cela a changé. Et le projet que nous mettons en œuvre en Irak maintenant vient avec des changements. Et notre stratégie maintenant, où le rôle n'est pas d'avoir un succès immédiat. Le rôle est de créer un impact durable, encore une fois. Par exemple, donner des titres aux femmes, ou plutôt des titres fonciers aux femmes est une étape majeure et nous le faisons en Irak, mais nous ne savons pas ce qui va se passer par la suite. Les technologies que nous voyons en Irak, voilà, collecte de données par exemple à travers des outils développés par ONU Habitat, l'outil GLTN, et nous collectons sur cette base les données et nous pensons aux étapes à venir avec cette technologie. Nous présentons alors les étapes de durabilité. Il n'y a pas un succès immédiat, mais les changements sont plutôt désirés sur le long terme. Et donc voilà mon expérience par rapport à ceci. Voilà, merci beaucoup Javier. Maintenant, nous allons revenir vers la Palestine avec Dr Mohamed qui expliquera plusieurs manières d'intégrer la gestion des connaissances pour assurer la durabilité. Au-delà du projet, dites-nous comment cela a commencé. Dr Mohamed. Merci. Je suis Mohamed Selamia. Je suis du Centre de recherche des terres en Palestine. Vu que nous sommes ici pour la 3e conférence arabe sur le foncier, je vais parler en arabe. Bonjour tout le monde. Je vais donner 20 secondes donc aux participants pour qu'ils mettent leur casque. Mon projet a commencé sous le nom d'amélioration des terres. Merci. Donc, nous parlons de l'appropriation des terres de manière sécurisée en Palestine. Donc, selon les différentes catégories de terres que vous connaissez, A, B, C, D, etc. Il y a réellement en Palestine plusieurs systèmes. Il y a un système d'enregistrement des terres qui est riche. Parce que ce qui existe et a existé à travers différentes ères par rapport à l'immatriculation des terres et à leur gestion en Palestine. Il y avait plusieurs systèmes et il fallait gérer 5 systèmes d'immatriculation et de gestion des terres, en commençant par l'Empire ottoman et en passant au mandat britannique et en allant jusqu'au mandat jordanien et puis la colonisation israélienne et par la suite le système de l'ONU pour les terres. Ceci nous a donné une large expérience et nous avons pu partager nos connaissances avec les autres grâce à ceci. Au début, il fallait donc rassembler les systèmes et les comprendre et
les faire passer aux autres générations également. Nous avions commencé par les groupements résidentiels au début et il y avait plusieurs outils utilisés lors des rencontres avec les parties prenantes, surtout les agriculteurs, femmes et hommes, les agriculteurs pionniers dans les groupements palestiniens, surtout ceux qui sont marginalisés. Et là, nous sommes passés au deuxième niveau, donc les personnes clés, les imams des mosquées, et nous sommes passés vers les CBO, les opératifs, les officiers qui étaient tous présents, et par la suite, nous sommes passés au niveau stratégique qui consistait en la collaboration avec les parties gouvernementales. Il y avait également une focalisation importante pour donner les informations des informations correctes. Il y avait également des cibles en relation avec la normalisation des concepts, car il fallait quand même comprendre 5 systèmes qui étaient toujours utilisés. Il fallait enregistrer les terres en premier lieu. Certaines terres étaient construites pour des raisons coloniales, d'autres étaient pour préserver certains droits. Et donc, il y avait des contradictions entre ces systèmes, entre ces lois. Et notre tâche n'était pas facile parce qu'il fallait faire comprendre ces choses qui étaient très difficiles. Et nous avions commencé par cette étape. Il fallait se rendre aux universités palestiniennes et leur parler des affaires de droit. Et donc, il fallait faire comprendre les informations et données relatives à nos droits sur la terre et au système d'immatriculation. Et nous avions travaillé avec les étudiants de droit dans les universités palestiniennes qui disposent de facultés de droit. Il y en a 7 en Palestine et il fallait commencer par développer certains curriculums qui parlaient des droits de terre de manière générale, des lois relatives aux fonciers. Il fallait élaborer des cours particuliers pour les ingénieurs et pour les inspecteurs et les avocats également. Il fallait hausser le niveau des connaissances pour leur permettre d'implémenter les politiques d'immatriculation en bonne et due forme. Et puis, maintenant, nous avions commencé par la spécification de certains titres des recherches du master. Il fallait inclure des officiers gouvernementaux de la Palestine, en particulier pour l'instance de système de règlement des terres en Palestine. Il fallait avoir des officiers de ce département et il y avait un master élaboré pour ceci, pour traiter ces sujets-là et définir aussi des sujets afférents au contexte palestinien, que ce soit par rapport à l'immatriculation des terres, à la gestion intégrée ou autre. Et Dr Tamim, mon collègue, parlera un peu plus de l'orientation future que nous avons dans ce contexte. Merci beaucoup. Merci. Nous allons donc donner la parole à Dr Tamim maintenant pour qu'il continue et nous allons passer à Eva par la suite et prendre des questions s'il y en a. Dr Tamim, je suis conseiller technique qui a fondé le projet inclus en le cours et je suis à l'Université de Jérusalem en Palestine. En revenir aux connaissances que nous avons et au fait que notre contexte soit différent. Mohamed a parlé de 5 systèmes différents, mais en fait nous en avons 6. Le 6e est le système égyptien à Gaza. C'est un système qui est toujours valide et c'est l'un des systèmes les plus complets qui vous fournit des informations aussi. Le savoir que nous avons accumulé à travers ces projets, les connaissances que nous avons acquises à travers l'implémentation du projet, les connaissances que nous avions à travers les avocats notamment, les avocats qui se chargeaient de l'enregistrement des informations,
qui travaillait sur les accréditations aux agriculteurs et les connaissances qui nous parvenaient des agriculteurs même et des individus. Et comme Dr Mohamed l'a mentionné, quand nous travaillions sur les ateliers et quand on travaillait sur le transfert des connaissances, il y avait des connaissances transmises avec les professeurs et les étudiants au sein des universités. Il y avait les institutions de gestion des connaissances aussi qui faisaient partie du programme du foncier. Ils sont expérimentés également pour nous conseiller sur comment l'on peut gérer les connaissances acquises. Maintenant, nous travaillons sur tous les différents types de connaissances de différentes sources et nous concevons d'une manière durable pour que ces données soient enseignées donc aux étudiants dans les écoles, mais également à l'échelle universitaire. Et maintenant, nous concevons des programmes de master spécialisés afin de transférer ces connaissances. Ces programmes de master, nous espérons, seront donc des masters transfrontaliers. Au début, nous allons commencer par Land@Scale, nos partenaires, mais en parallèle, nous espérons avoir encore plus de partenaires qui souhaiteraient échanger et qui souhaiteraient donc faire partie de ce processus d'implémentation du programme ou du projet de Land@Scale. Et donc, ce projet, une fois pris en considération, les différentes phases, l'Empire ottoman, le mandat britannique, le mandat jordanien et l'implication égyptienne également. Et voilà, ces problèmes intersectent en un sens entre les différents pays et il y a 28 pays qui étaient sous le mandat britannique. La plupart des pays, voyez-vous, l'étaient. Donc ils étaient gouverné par l'Empire ottoman à un moment et puis par le mandat britannique. Et voyez-vous, il y a des expériences à échanger et ceci fera partie du programme de master que nous avons hâte d'élaborer. Nous voulons que ce programme soit transfrontalier pour permettre d'utiliser les différents types de documents venant de ces aires-là avec les Ottomans et les Britanniques par rapport à l'immatriculation des terres notamment et aux droits de propriété aussi. Merci beaucoup. Donc maintenant, je pense que ce sera notre dernière intervention avant de passer à la fin. Nous savons très bien que nous avons très peu de temps. Donc on va maintenant essayer de parler je vais parler maintenant avec Eva. Eva va partager avec nous des points clés qui sont en rapport avec la gestion la gestion en général de l'information. Bonjour, merci beaucoup. Mon nom est Rosenberg. Je travaille avec NDC qui est avec l'abréviation RCO et donc on fait partie du gouvernement. Avec le gouvernement, notamment avec le ministère des Affaires étrangères néerlandais. Donc, en 2018, et quand on a commencé à travailler sur le développement de ce dernier, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il est important d'inclure des composantes spécifiques de la gestion du savoir. Comment avons-nous fait cela? Tout d'abord, on l'a fait à travers le fait de pouvoir mettre de l'argent là-dedans, c'est-à-dire d'investir et aussi de se focaliser sur comment on peut le faire. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit ça arrive de manière implicite. C'est une manière en fait de faciliter le tout et de donner un appui continu. C'est basé sur le principe de la flexibilité qui est une manière de structurer l'apprentissage dans vos projets, à travers les projets aussi, et avec les communautés
qui sont basés sur les frontières. Et donc, on a fait cela en gardant en tête qu'il est important d'adapter le programme tout au long du parcours. Quand on revoit un petit peu ce qu'on appelle le knowledge management, il est important d'être flexible parce que vous allez arriver à la conclusion suivante. Les choses ne vont pas être telles que vous le voulez et donc vous devez changer de direction. C'est aussi une manière en fait de changer complètement le cheminement et d'ajouter de nouvelles stratégies. Je pense que c'est une condition très importante qui va faire en sorte à ce que ceci puisse avancer. Ensuite de la gestion de cela, il y a l'impact que ceci peut avoir sur le projet. Nous avons d'ailleurs écouté plusieurs exemples par rapport à cela durant ces 2 derniers jours. Donc, pour faciliter un petit peu l'apprentissage et l'échange de l'apprentissage et des connaissances, la raison pour laquelle on l'a fait, c'est parce que plusieurs programmes nous provenaient directement du financement décentralisé, donc ils définissaient les projets de manière très claire. Mais il y avait aussi un échange qui arrivait assez souvent entre les différents gestionnaires de projets basés dans différents pays. Et donc, de cette manière-là, nous espérons que c'est un effort beaucoup plus central pour faire en sorte à ce qu'on puisse ramener ce savoir-faire ensemble et qu'on puisse avoir aussi des approches innovantes. Comment pourrions-nous structurer le tour? On peut le faire de manière très courte. Je pense que plusieurs personnes maintenant souhaitent aller en pause café, mais on a essayé de structurer environ 10% du programme, du budget du programme. 1 million va directement à la gestion des connaissances et du savoir. Et ceci facilite l'échange et le savoir-faire sur un plan local et global aussi. Le vendredi, on va avoir aussi une réflexion beaucoup plus claire avec on a essayé de faire des recherches avec plusieurs pays, avec des chercheurs académiques aussi. Et donc, à travers nos études, telles que celle qui a été partagée par Frédéric de la Somalie, il y a beaucoup d'échanges informels qui sont faits avec plusieurs partenaires, où les partenaires peuvent nous ramener une très bonne consolidation. Donc, parfois, ils veulent savoir un peu plus là-dessus et ce n'est pas assez facile de le faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a une participation du monde entier. Nous avons aussi des webinaires qui sont organisés. Les partenariats sont extrêmement importants dans ce cas. Pour nommer quelques-uns, nous avons KIX et c'est le projet de Rebecca. Nous avons London aussi qui est un projet néerlandais qui fonctionne à 100% en ligne où les élèves aussi participent. On a aussi Land Portal et on a l'initiative Upland et il s'agit de nos partenaires les plus récents. Donc nous sommes très ravis de les voir ici participer avec nous. Donc pour conclure, c'est pour qui? Oui, ce n'est pas seulement pour les partenaires, ce n'est pas pour nous en tant que gouvernement néerlandais, mais c'est aussi pour en donner plus, pour recevoir et pour s'assurer aussi que ce réseau est bien facilité. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, comment on facilite le tout et à qui nous attribuons les rôles, n'hésitez pas à me contacter. Excellent, merci beaucoup. Donc, il y a un point important que je voulais retenir ici. Il y a eu plusieurs programmes avec le gouvernement néerlandais, mais il y a toujours un manque d'échange de savoir. Donc, sans bien sûr engagement explicite dans la gestion des connaissances. Et quand on parle de l'engagement, on parle aussi des ressources qui sont dédiées pour cette cause. Et généralement, c'est une partie qui est souvent oublie dans les oubliettes et je pense que c'est un point très important. Tel que vous le voyez et d'après ce que vous avez entendu, il y a plusieurs points d'entrée, points d'accès pour la gestion de connaissances et pour savoir pourquoi ça a été inclus. Des programmes aussi de gouvernance de terrain et ça capture bien sûr la variété des différents pays, ça les ramène aussi ensemble. Et maintenant, nous sommes ici avec 4 partenaires, et tel qu'a été mentionné par Eva, une fois par année, tous les 12 partenaires des différents pays ont été mis ici ensemble. Et ça, c'est venu directement de différentes localisations, notamment de l'Ouganda, cette année par exemple de la Colombie aussi. Donc ça nous donne la possibilité pour les différents praticiens qui
ont de très bonnes compétences, qui ont de l'expérience aussi et qui ont une bonne expertise de rencontrer des experts dans le même programme mais dans un contexte différent. Mais c'est aussi une manière de travailler sur le fait de générer un savoir-faire, pas seulement sur une période de 5 ans ou 4 ans, mais peu importe la période, c'est quelque chose qui doit être intégré dorénavant. Nous avons maintenant 4 minutes restantes et j'aimerais demander à vous tous de réfléchir à un mot que vous allez bien sûr ramener avec vous après la session d'aujourd'hui. J'aimerais écouter Ahmed. Quel est le terme ou le mot que vous voulez mentionner aujourd'hui? Donc, la cartographie des procédures, ou bien ce qu'on appelle le process mapping. Javier, j'ai 2 mots. Il faut être ouvert, l'ouverture. Se concentrer sur l'apprentissage. Je dirais la gestion des connaissances est cruciale pour le succès et la réussite. Dr Tamine, le savoir est un acquis important qu'il faut utiliser. Et Eva, dédication. Ce sera tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Nous apprécions énormément votre présence. N'hésitez pas de venir nous contacter directement si vous souhaitez avoir plus d'informations et passer une très bonne conférence et une très bonne journée. Merci.